Bonjour, le petit stream du lundi où on va parler cinéma. En tout cas, on va essayer de parler cinéma de manière intéressante. Il est 9h30, on démarre la journée très chill. On va vite fait parler de The Killers, du coup, le dernier David Fincher qui est sorti sur Netflix après son film Mank et après sa série Mindhunter. Fincher qui a déclaré que Netflix a de loin le meilleur contrôle qualité de tout Hollywood. D'ailleurs, on va en parler vite fait de tout ça, de ce que ça implique de tourner pour Netflix et tout. Bref, The Killers, c'est l'histoire en fait de donc Michael Fassbender, dont on n'a pas vraiment le nom. C'est un peu comme Fight Club sur ce côté-là, on ne sait pas comment il s'appelle réellement, vu qu'il utilise que des alias, à part peut-être sur la fin où on peut deviner peut-être son vrai prénom. Enfin, son vrai nom de famille en tout cas. Mais bon, c'est pas sûr. Il n'y a rien de vraiment sûr. Et donc il joue un tueur à gages qui est hyper méthodique. Le film s'ouvre sur 10 minutes de monologue ultra classieux, ultra posé, à base de... voilà, je me contrôle, je suis un tueur froid, sans émotion, je bannis l'empathie, et tatati et tatata. Et c'est pas spoiler, ça arrive dès le début du film. Il se concentre, il est méticuleux, c'est pas le protagoniste. Ouais, voilà, c'est un peu ça, c'est un peu comme dans Tenet. Et en fait, le départ du film, c'est littéralement le pitch en fait, c'est qu'au bout de 10 minutes où tu l'as vu se préparer, où tu l'as vu être minutieux vraiment, etc., il loupe sa cible, comme un gros con. Et c'est là que commence un film très bizarre dans la carrière de Fincher. Imaginez The Killer de John Woo vu par Terrence Malick. C'est moins chiant que du Terrence Malick quand même, heureusement. C'est quand même un peu plus nerveux. Et alors hier, je disais sur Twitter que c'est un faux thriller mais une vraie comédie. Et franchement, ça n'est pas loin. En fait, c'est une comédie mais c'est ironique. C'est rempli d'ironie sur le personnage principal, qui représente quand même, d'une certaine façon, un peu le mal alpha, j'ai envie de dire. Vraiment, comme s'imaginent les mecs de l'alt-right, etc. Vraiment, ben voilà quoi, le mec sans émotion, le mec carré de A à Z, etc. Le mec qui est littéralement un tueur et c'est son métier, hein, il vit de ça. Et qui pense tout contrôler, avoir le contrôle sur tout, et qui ne contrôle rien du tout en fait. Mais genre vraiment rien du tout. Et il y a 2 ou 3 oups dans le film, genre, alors, enfin, lui il dit merde, tu vois, et c'est vraiment ça. Et c'est juste, il y a ces 2-3 scènes où tu te dis, mais en fait, c'est ça le propos du film, quoi. C'est que, en fait, tu suis un mec, littéralement, qui croit avoir le contrôle sur tout. Vraiment, le trope, c'est un peu du mascu, et en fait, qui contrôle rien du tout, quoi. Il subit, en fait, tout le film. Il va, je m'abonne à la formation Alpha de Ace. Oh, tu vas pas trop gagner, gros. mais voilà, en fait, sans trop spoiler, du coup, en fait, va découler de son échec de tuer sa cible au premier kill, un enchaînement de situations qui vont amener le personnage, même pas vers une remise en question de qui il est, à part à la toute fin du film, mais sur une espèce de vengeance où il va essayer de, comme tu dis, Golgo, voilà, il a une phrase, c'est anticipe, n'improvise pas, et il fait qu'improviser, le mec. C'est au bout d'un moment, tu te dis, mais attends, mais tout le monologue de début, c'était full bullshit. C'est pas possible. Et en fait, on a affaire à un mec qui croit être vraiment au-dessus des autres et qui ne l'est pas. Et en fait, ce qui est très intéressant, et c'est là où pour moi, c'est une forme de comédie très noire et ironique, c'est que si tu le remets en perspective dans toute la carrière de David Fincher, j'ai l'impression, et je peux me tromper, mais j'ai vraiment l'impression que David Fincher vraiment parle de lui dans ce film. Et que le rôle du tueur de Michael Fassbender est en fait un miroir de Fincher lui-même et de son métier, qui est donc réalisateur de films. Parce qu'on le sait tous, David Fincher est un control freak de malade, qui doit refaire des scènes et des scènes et des scènes. Tant que c'est pas parfait, tant que c'est pas vraiment comme il avait imaginé, il y a dans le making of de Zodiac, il me semble qu'il y a genre une scène
où t'as Jack Gyllenhaal qui doit lancer juste un ordinateur portable sur le siège passager, et il me semble qu'il a refait la prise 76 fois. Et que Jack Gyllenhaal pétait un câble sur, sur ça, parce que c'est juste un jeté d'ordinateur portable, quoi. Mais tant qu'il le faisait pas parfaitement, il a fait recommencer. Et je me demande si en fait David Fincher, c'est pas un gros forceur sur ça, et qu'il se met pas en scène lui-même dans ce film, où enfin il accepte que, bon, il peut pas tout contrôler, en fait. Et c'est rigolo que, pour le coup, le film soit un film Netflix, parce que Netflix a la réputation, du coup, de laisser libre champ à ses réalisateurs, etc. C'est ce qui pourrait être le plus proche d'une carte blanche, mais comme on le sait tous, il y a quand même des règles à tenir. Le film ne doit pas dépasser une certaine durée, il doit être construit d'une telle manière, etc. pour que ça marche algorithmiquement, en fait. Je l'ai peut-être mal dit, mais vous m'avez compris. Et le plus drôle dans tout ça, c'est qu'il va réussir à faire un placement de produit pour Amazon dans un film Netflix. Et Amazon Prime, qui est quand même l'un des plus gros concurrents avec Disney+, de Netflix. Et si là, c'est pas une espèce de crotte de nez en mode... Mais vous voyez, vous me contrôlez, mais en même temps, du coup, si vous me laissez la carte blanche, je vais essayer de vous la mettre et de faire un clin d'œil à la concurrence. Je sais pas ce que c'est, quoi. Et effectivement, ouais, il y a McDo, FedEx, WeWork, il y a tout un tas de placements de produits, mais le placement de produits pour Amazon, il est quand même assez particulier, il est quand même bien visible, et il est très drôle quand même dans le film. J'étais en mode... Sérieux, t'as osé faire ça, tu vois? Faire un placement de produit Amazon dans un film Netflix. Est-ce que du coup ça veut dire que Netflix a récupéré des sous d'Amazon pour faire le film? Il y a un bail de financement chelou là. Du coup, ça voudrait dire qu'Amazon a financé un film pour la concurrence, mais où du coup on fait de la pub pour Amazon. Enfin, c'est chelou comme bordel. Honnêtement, je pense qu'en fait tout le film est une métaphore sur le contrôle et sur du coup l'illusion du contrôle. Et c'est en ça que pour moi c'est une comédie, c'est que c'est un film qui va jouer énormément sur cette notion de tout contrôler, mais en fait tu ne contrôles rien du tout. Sur sa fin, en fait, il a une phrase qui me fait délirer et qui peut aussi se rapprocher du coup de la vision de Fincher sur lui-même et sur son travail sur Netflix. C'est qu'il n'est pas un sur Netflix, il est une multitude. Il est dans la multitude. Il n'est pas unique comme réalisateur ultra hypé sur Netflix, il est juste un réalisateur parmi tant d'autres. Et ça m'a fait assez rigoler sur David Fincher lui-même, en fait. Sur la façon ironique qu'il se voit lui-même en tant que juste faiseur pour une grande boîte. C'est quand même un film intéressant, parce que c'est quand même un film de David Fincher. Donc c'est très bien réalisé, c'est méticuleux, etc. Et en fait, je sais pas si c'est vraiment, en fait, du coup, tout ce qui est le film. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vu là-dedans. Et je sais pas aussi si ça vient pas du fait qu'en ce moment, je suis en train de lire Shift, qui est du coup un livre de Susan Faludi, qui est une écrivaine vraiment importante sur les questions du féminisme dans les années 90, et donc elle avait écrit Backlash, qui est un espèce de livre un peu comment dire, très important dans la culture féministe, parce qu'en fait il explique le retour de bâton qu'il y a eu envers les femmes après les mouvements féministes importants. Donc ça, c'était dans les années 90. Ce qui est rigolo, c'est que... Enfin, ce qui est rigolo, malheureusement, ce qui est ironique, plutôt, c'est que post-MeToo, on va avoir la même chose. C'est-à-dire qu'on va avoir MeToo, donc un gros mouvement féministe et tout ça qui va se lancer. Et derrière, on va avoir un backlash, à nouveau, avec une résurgence à nouveau des Andrew Tate, etc., Jordan Peterson. Des mecs qui vont essayer de... non, l'homme avant tout, le masculinisme à son niveau le plus craspec, etc. Et ce qui est intéressant du coup,
c'est qu'en fait, elle a pas fait que Backlash, elle a fait aussi ce livre qui s'appelle donc The Betrayal of the American Man, donc la trahison de l'homme américain. Donc pour l'instant, j'en suis... Voilà, le livre, il est épais comme ça, et moi, j'ai lu que ça. Mais déjà, que avec ça, en fait, il y a beaucoup de choses qui sont traitées, dont justement l'illusion du contrôle. Et c'était marrant d'en même temps lire ça et de regarder The Killers, parce que j'étais en mode, putain, c'est rigolo. David Fincher, qui est quand même un mec qui travaille beaucoup sur les questions de masculinité. Fight Club, tout en haut de la liste, évidemment. Mais on pourrait parler aussi de The Game. On pourrait parler aussi, d'une certaine façon, de Seven. Et aussi, évidemment, Gone Girl, qui est vraiment très beau, le marque-page John Wick. Gone Girl, voilà, pour moi, c'est un exemple typique de films qui parlent un peu de manière plus ou moins en sous-texte de toutes ces thématiques-là, quoi. De la masculinité, de la féminité, du féminisme, etc., quoi. Alors, moi, je suis pas spécialiste de la question féministe, attention. Loin de là, justement, moi je suis sur une phase d'apprentissage de tout ce que c'est, des grandes lignes de ces mouvements-là, etc., quoi. Tu peux nous redonner le titre et l'autrice? Ouais, je te le note. Et c'est pour ça que c'était très drôle de voir The Killers là, parce qu'en gros, il résonnait énormément avec les 2 premiers chapitres que j'ai lus du livre. Alors, pour résumer vite fait les propos de Susan Faludi dans ce début de livre, elle explique, donc elle part de très loin, elle part de David Crockett, par exemple, et de l'image de David Crockett, et donc de l'homme chasseur, en gros, qui va affronter seul la nature, etc., en comparaison, en fait, avec l'utilité qu'a l'homme dans une vie de famille, et du coup son utilité dans une société. Donc elle va mettre en comparaison du coup un homme seul qui va aller affronter la nature, et du coup l'image et l'imagerie qu'il y a autour, comme en fait c'est un peu genre les mâles alpha de ce truc là, mais en même temps du coup un homme qui va rester dans sa famille, qui va subvenir aux besoins de sa famille tout en étant intégré à une société établie. En fait, son utilité, elle est bien plus importante que ce mec qui part tout seul affronter la nature. Et donc ça part de là, pour après ensuite enchaîner sur la Seconde Guerre mondiale, où en fait on va expliquer en fait l'esprit de camaraderie, qui va être très important, et donc d'une manière détournée un petit peu un esprit de société, c'est-à-dire que en fait on va éviter en fait dans la Seconde Guerre mondiale de faire d'un homme un héros, ça va être plus le collectif qui va être important, et comment tout ça en fait petit à petit a été détourné, notamment après dans les années 80, etc., pour que ça devienne en fait à nouveau le symbole de comment on dit, One Man Army, en fait, donc un seul homme qui personnifie l'armée dans son entièreté, donc par exemple Rambo, bref, l'homme réganien, etc. Et bref, il y a vraiment tout un cheminement de pensée comme ça, avec des liens toujours super intéressants sur la différence entre comment en fait un homme est vraiment utile dans la société, et comment on lui fait miroiter que en fait être un homme c'est être seul, être contre un monde qui lui est hostile, etc. Et The Killer, c'est littéralement ça, c'est un mec qui s'exclut de la société pour faire son métier de tueur à gages, mais en fait qui est inutile dans la société même. Genre son métier vraiment, on te fait comprendre qu'il sert à rien, quoi. Et ce qui est dérisoire, c'est le prix. C'est quand tu sais pour quel prix il le fait, tu te dis mais en fait tout ça pour ça. Moi j'aime bien être un homme. Oh mais moi aussi j'aime bien être un homme, je suis même hétéro et tout, y a aucun problème, tu vois. Ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte en fait En plus, ce qui est très cool, c'est que c'est une vision très américanisée du bordel. Parce que nous, en tant qu'Européens, et notamment Français, il y a un exemple qui est très parlant, c'est-à-dire que par exemple pendant la Seconde Guerre mondiale, il va y avoir un symbole qui va être important pour le peuple, et notamment du coup les hommes de cette époque-là. C'est le fameux
Donc vous voyez, ça c'est un symbole très américain, très important pendant la Seconde Guerre mondiale. On y voit du coup 1, 2, 3, 4, 5 mecs en train de se battre pour planter un drapeau américain sur les collines d'Hiroshima. Il me semble que c'est ça. Et nous, par exemple, notre repère, et je pourrais pas le montrer sur Twitch, mais un de nos repères et un de nos trucs un peu fondateurs dans notre culture, notamment culture de combat, ça va être le drapeau de la résistance, avec du coup Marianne tétée à l'air, et avec le peuple derrière elle. Et c'est là où tu vois que même culturellement, selon les pays, la vision de la masculinité change. Mais c'est là où en fait on peut commencer à faire des différences selon les pays par rapport à cette vision même de la masculinité. Par exemple, un truc tout con aussi, c'est que aux États-Unis, durant les années 60, les bébés, donc les bébés boomers, donc littéralement les boomers de nos jours, ont été éduqués dans donc américains, du coup je précise, mais ont été éduqués dans une culture de contrôle du monde. C'est-à-dire que les États-Unis avaient gagné la Seconde Guerre mondiale, ils ont écrasé les ennemis à coups de bombes nucléaires. D'ailleurs, j'ai toujours pas vu Oppenheimer, mais ça ne serait tardé, ça sera pour cette semaine. Donc, ils ont écrasé leur ennemi, ils sont maîtres du monde. Et dans les années 60, vient un nouveau combat pour justement les enfants de ces vétérans-là qui ont gagné le monde, et comme une histoire de passation, vont essayer de se transmettre plus que ça, vont essayer de se passer plus que le contrôle du monde, le contrôle de l'espace. C'est pour ça que dans les années 60, par exemple, tu vas avoir des discours de Kennedy mettant l'emphase sur l'importance des jeunes hommes de la nation, parce qu'en fait, ils ont la conquête de l'espace comme but. Or, la conquête de l'espace, déjà, il va y avoir des petits couacs, comme le fait qu'en fait, les Russes vont être les premiers à envoyer un homme dans l'espace. Et donc tout ça, ça tue un peu le narratif qu'avaient prévu un petit peu les dirigeants de cette époque aux États-Unis. Mais en plus, la conquête de l'espace s'avérera en fait être inutile et stérile en soi, tu vois, dans les années 60. C'est bien beau d'avoir marché sur la Lune, mais au final, ça nous a apporté quoi, si ce n'est que oui, cool, on s'est affranchi d'une frontière. Oui, les satellites, etc., c'est très bien, il y a plein de bonnes choses d'être allé dans l'espace, mais en fait le narratif autour de l'homme américain de surcroît qui arrive à contrôler son environnement au point d'aller pouvoir contrôler l'espace, c'est quand même avéré assez faux. Et en fait il y a du coup une désillusion du contrôle et je parle de manière générale et de manière vraiment un peu comme c'est expliqué dans le livre, c'est-à-dire vraiment sur des couches larges en fait. Et et sur des strates presque inconscientes aussi. Et ce modèle, il a changé, c'est un snowflake. Presque. Mais d'ailleurs, il y a une espèce de résurgence de ça, de Fight Club dans The Killers. Donc je vais pas spoiler. Mais voilà, toute cette phrase autour de je ne suis pas un, mais je suis la multitude. Voilà quoi. Non, tu n'es pas un putain de flocon de neige unique et magnifique. Tu es parmi tout un tas de merde, tu vois, organique. Et faut faire avec, en fait. Et moi j'aime bien ce côté ironique parce que de toute façon c'est la réalité. Et justement, avoir l'illusion du contrôle, etc. sur sa propre vie, juste parce que justement en plus on est des hommes, c'est complètement faux. Faut arrêter ce mensonge de minutes. C'est pas parce que t'es un mec que t'as le contrôle. Et pire que ça, et j'aime bien parce que c'est un des trucs dont parle le livre, c'est justement l'illusion même qu'on a du contrôle de notre culture. Voilà, il y a quelque chose d'inatteignable en fait dans les idéaux que le cinéma en fait nous transmet. Ça va bien plus loin que juste l'individu et faut en fait se détacher du point de vue individuel. Faut voir un petit peu plus large et ouvrir son spectre sur tout ça. C'est moi-même, je suis un homme hétéro comme je te l'ai dit, je suis pas le premier féministe, etc. J'essaie de comprendre les enjeux de tout ça, mais justement en le prenant un petit peu de biais. Justement, je pense que par un prisme qui est intéressant, parce que c'est justement voir les hommes du point de vue féministe.
Et pas voir les hommes en tant qu'ennemis, etc. Mais plus comme... Et quand je parle des hommes, là je parle justement au sens large. C'est en fait, il y a... Et c'est pas... Comment dire? C'est pas vraiment un complot de dire ça. Mais en fait, il y a une espèce d'imagerie qui nous est vendue, qui ne correspond même pas à nous-mêmes, en tant qu'hommes. En tout cas, c'est ce qu'explique le livre, et c'est aussi moi ce que j'essaie de démontrer depuis quelques vidéos, en fait. Par exemple, Alpha Dog, c'était clairement en prévision, justement, de parler de choses plus profondes, et donc de m'attaquer à des sujets plus sérieux, et plus sérieusement. Et d'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est que Susan Falogi, elle fait l'unanimité sur Backlash, mais sur d'autres thématiques, dont celle-là, c'est plus difficile. Parce que justement, on essaie d'intégrer les hommes à ce combat, en fait. Parce que justement, le but, c'est pas que ça soit qu'un combat féministe, mais un combat de l'humanité envers des trucs qui nous tirent vers le bas, en fait. Toute cette masculinité à outrance, ça nous amène vers le bas, même nous en tant qu'hommes, quoi. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'il y a un petit chapitre sur le fait qu'elle ait passé 1 an à être dans des cercles alors comme les alcooliques anonymes, mais d'hommes qui ont battu leur femme. Pour ceux qui ne savent pas, Michael Fassbender, en 2009, a quand même défoncé sa copine au point d'y faire éclater un ovaire. Et bon, du coup, il y a aussi quelque chose d'assez ironique de prendre cet acteur pour jouer un mec qui a l'illusion du contrôle et qui, en fait, est un espèce de clown, quoi. C'est peut-être compliqué un peu ce que je suis en train de dire, c'est peut-être pas clair aussi parce que de même moi, honnêtement, c'est juste des thématiques que je commence à toucher du doigt à essayer de comprendre. Donc je suis désolé si ça peut paraître compliqué ou incompréhensible, ce que je dis. Marcher sur la Lune, ça ne sert à rien peut-être, mais sans l'expérimentation, pas d'internet et pas de Twitch. Oui, je dis pas que l'exploration de l'espace a fondamentalement servi à rien. C'est pas ça que je dis. Je dis juste que il y a eu une désillusion sur ça. Faut te remettre à la place des hommes et des petits-enfants des années 60 qui pensaient qu'ils allaient conquérir l'espace, mais genre conquérir l'espace à la Star Trek. C'est-à-dire que vraiment, on allait pouvoir aller découvrir d'autres peut-être civilisations, qu'on allait même peut-être vivre sur la Lune et ce genre de choses. Tu vois, il y avait quand même des rêves qui se sont révélés être inatteignables. C'est pour ça que je dis pas que tout ça a été inutile. C'est juste qu'on on leur a vendu un avenir qui n'était pas possible de toute manière et qui s'est révélé de toute façon faux. C'est-à-dire, oui, on va pouvoir vivre dans l'espace, etc. Alors oui, on a l'ISS, mais preuve en est que le record, je crois, c'est 384 jours. On peut pas vivre éternellement dans l'espace, on n'est pas constitué pour. Et pour l'instant, on n'a toujours pas la technologie qui est au point pour faire ça. On est en 2023, t'imagines le nombre d'années et la désillusion des enfants des années 60 qui se répercute au fil du temps, quoi. Alors maintenant, on commence à l'accepter tout ça. On commence à accepter le fait que coloniser Mars, c'est pas si facile, etc., qu'il va y avoir des problèmes. Et ce qui est rigolo, c'est que si vous regardez bien, et c'est un rapport avec l'épisode de l'Humanité qui est sorti hier, et que j'ai monté, qui c'est qui nous vend, encore une fois, ce rêve de l'espace, ce rêve de vivre en dehors des limites terrestres, etc., c'est des Elon Musk, c'est des Jeff Bezos. C'est des mecs, justement, putain, il n'y a pas plus mascu que Elon Musk, quoi. Je sais pas si je me fais bien comprendre, et si vous me comprenez bien. Mais il y a quand même des liens dans tout ça qui font ressortir un espèce de pattern. Où, bon, on a envie de dire, en fait, les gars, c'est bon, quoi. On nous l'a déjà fait. Il y a peut-être plus important. Comme, je sais pas, prendre soin de notre planète, en fait. Parce qu'on va tous crever. Mais justement, on n'a pas le contrôle sur la nature, on n'a pas enfin, on croit avoir le contrôle sur la nature et tout ça, mais c'est complètement faux, quoi. Il suffit d'une catastrophe naturelle pour voir à quel point on est dans la merde, en fait. Le mec sans identité qui prend l'avion tous les jours et qui a un cycle de sommeil chelou qui se repose sur ses préconceptions du monde pour se rassurer, typiquement Edward Norton dans Fight Club. Bah oui,
Et c'est ça que j'aime bien, c'est qu'il y a vraiment, du coup, une évolution même dans le discours et dans la manière de fabriquer ce discours de Fincher. Où là, vraiment, je trouve que c'est la première fois où Fincher est assez clair, en fait, sur son message. Je veux dire, vraiment, si tu captes pas l'ironie du mec qui, dès l'intro du film, te fait tout un speech en mode je suis le meilleur, enfin presque, genre oui j'ai le contrôle sur tout, etc. Et au premier tir qu'il fait, il loupe. Enfin, là c'est pas clair que en fait on peut pas se fier au narrateur en fait, parce que il dit de la merde, il dit constamment de la merde, et il va le répéter en plus, il va le faire plusieurs fois dans le film. Et il y a quelque chose aussi qui est travaillé dans ce sens. Et enfin c'est de mon point de vue toujours, mais justement, le film travaille une espèce de subjectivité, objectivité. Subjectivité, objectivité. Et il le fait notamment dans la scène d'intro par la musique. C'est-à-dire qu'il va se mettre en plus la musique du générique de Charmed, ce qui est très drôle. Je trouve le choix de musique est assez atypique, mais bref. Donc il va se mettre la musique de Charmed pour se mettre dans le mood pour tuer sa cible. Et puis en fait, on va passer des oreilles de Fassbender à l'extérieur, où il n'y a plus de musique, où on entend juste l'écho de ses écouteurs. Et on va faire ça plusieurs fois. C'est costaud comme propos lundi matin. Ouais, je suis désolé, je suis parti loin. Je pensais pas... je me suis lancé, je me suis emporté peut-être. Je suis désolé si, encore une fois, c'est compliqué. Je parle vraiment comme ça, mais du coup, je le dis, je le répète, je suis un mec hétéro. Il y aura peut-être des avis plus importants, plus précis, plus malins et plus basés, je sais pas, que le mien en fait, plus tard, ou il y a déjà eu, je sais pas. Mais voilà, quoi. Je parle juste en mon nom, c'est que mon avis est un peu à chaud, quoi. Et pareil sur toutes les théories de Suzanne Faludi, je le répète, j'ai pas lu tout le livre, j'en suis vraiment qu'à 33 pages. Donc, et le bouquin fait 645 pages avec les notes. J'ai 608 pages à lire de théorie féministe sur tout ça. C'est long, hein. C'est long et c'est complexe en plus. C'est-à-dire que là, comme je vous ai dit, on passe de David Crockett à la guerre du Vietnam, quasiment en 30 pages. Et chaque chapitre a l'air ultra détaillé. Et en fait, on fait des allers-retours à chaque fois sur les thématiques qu'on a abordées au début, ainsi de suite. Et c'est complexe de ouf, mais c'est super intéressant en fait comme vision du monde. Je trouve. J'ai toujours eu du mal avec Fincher précisément parce que je ressens pas tant son propos comme quelque chose qui parlerait de masculinité toxique. J'ai juste le sentiment qu'il étale à la longueur de film un mépris pour l'humanité dans son ensemble qui m'énerve beaucoup. Mais en dehors de ça, ton propos est très intéressant. Merci beaucoup, archiviste. Et dans ce film-là aussi, il y a beaucoup de nihilisme, mais il y a un nihilisme ironique en fait. C'est-à-dire que on dirait que Fincher se rend compte que même son espèce de modèle de masculinité maximale est fausse. Et c'est ça que j'ai trouvé grave intéressant dans The Killer. C'est-à-dire que c'est un des rares films où je ressens enfin une espèce de remise en question, même de son cinéma, quoi. Et de sa façon de faire et de sa façon d'être. Alors, il peut pas changer. Il est comme il est. C'est un contrôle fric, etc. Mais j'ai l'impression qu'il s'en moque dans ce film. Il se moque de ça, quoi. Il se moque de l'hyper-contrôle. Et c'est ironique venant de lui, quoi. Après, c'est mon point de vue, je peux totalement me tromper, pour le coup. Et d'ailleurs, j'ai mis de côté un bout d'un article que j'ai trouvé sur Colossus, qui revient sur le film et sur un petit peu des explications. Donc peut-être qu'on lira ça, et on y trouvera d'autres pistes intéressantes. Et putain, j'avais pas vu, faut pas hésiter à me redire que je me mette en chat comme ça. Je sais même pas depuis quand je parle comme ça, merde. Ah, Fassbender n'est pas un gentil monsieur? Ben non, apparemment. Apparemment, c'est un monsieur qui a tapé sa copine. Et violemment, en plus. Donc bon. Et en fait, si tout ça vous intéresse, il y a un très bon conférencier qui s'appelle David Porter. Tony Porter. Qui revient sur tout ça en fait. Et Tony Porter, il a un discours super intéressant sur justement, et c'est rigolo, il y a des concepts qui se retrouvent aussi dans le livre de Suzanne Faludi, qui est par exemple la main box.
Et la Manbox, en fait, en fait, imaginez une boîte qui contient la masculinité. Et dedans, il y a tous les concepts de la masculinité. C'est-à-dire, réfréner ses émotions, ne pas pleurer, je sais pas moi, avoir le contrôle, etc. Et en fait, cette Manbox, elle est imaginaire, en fait, parce que tu peux pas, en fait, tu peux pas rester dans cette boîte, toute ta vie, parce qu'en fait, sinon, déjà, t'évolues pas. Et en plus, cette boîte, elle te contient. Et pour évoluer, il faut aller au-delà de cette boîte et au-delà du coup de cette main box. Donc, et en fait, en plus, c'est pas ça qui va te rendre vraiment masculin, etc. quoi. C'est une illusion en fait. Pour moi c'est justement un travail très ironique sur David Fincher, sa vision de lui-même et sur sa vision de la masculinité en fait. Donc en fait, pour moi, c'est bienvenu. Après, s'il a pas fait exprès que ce soit comme ça, du coup, il s'est loupé quelque part. Parce que moi, en tout cas, je l'ai ressenti comme ça. Après, comme je disais, peut-être que je l'ai ressenti comme ça aussi, parce que je suis en pleine dans la lecture de ce livre, The Betrayal of the American Man, et que ça parle des thématiques qui sont explorées dans le film, de manière ironique. Donc, vous avez du bien de boire après avoir parlé pendant 1 heure de tout ça, quoi. Je sais pas, qu'est-ce que... là, comme je vous ai dit, j'attends l'épisode 10 qui va sortir vendredi de Chair de Poule, pour me regarder les 2 d'affilée. Il y a... c'est demain, le 14. Demain, il y a The Bucket List de Steve-O qui va sortir, donc son dernier one-man show. One-man show qui est entrecoupé de séquences de cascades de sa part. Ça promet... parce que en gros je suis la tournée depuis longtemps et je sais à peu près les gags qu'il y a dedans et déjà j'ai hâte de voir les surprises de ce que je sais pas, mais j'ai encore plus hâte de ce que je sais, de le voir enfin, parce que ça va être nawak. Je sais qu'il y a un bend de pisse. Il y a un costume de Chewbacca en poil de couille. Il y a une course de vélo sous anesthésie. Il y a plein de conneries comme ça, je suis trop saucé. J'ai trop hâte. Vous êtes sûr que la semaine prochaine, je vais vous casser les couilles avec Steve-O. Mais merci à vous, comme d'habitude, d'avoir été là. Vraiment, c'est un énorme plaisir. Merci beaucoup. Comme je le dis très souvent, sans vous, les streams seraient beaucoup plus nuls. Voilà, je fais 50% du travail, vous faites les 50% restants. C'est-à-dire être là, me parler, être actif, etc. Vraiment merci. Le stream est aussi bien grâce à moi que grâce à vous. C'est dit. Moi je fais je fais que la moitié du travail. Je suis là, j'ai une caméra et une connexion internet. Vous faites le reste. Voilà. Vous créez l'interaction et c'est ce qui crée le stream en fait. Donc merci à vous vraiment, encore une fois. Bonne app, bonne journée à vous, bonne semaine. On se retrouve à la semaine prochaine, sûrement, pour le coup. Donc lundi prochain, vous notez, voilà, lundi matin, normalement c'est le stream de Ace. Si c'est pas le lundi matin, ça sera le mardi matin. Quoi qu'il arrive. La semaine prochaine, on se retrouve, je vous le promets, je vous fais de gros bisous. Ciao.